Il a dit d'ailleurs autre chose dans ce cadre-là. Il dit aussi que la Russie va malgré tout poursuivre les négociations de paix avec l'Ukraine, tout en accusant l'Ukraine de faire semblant de discuter. Voilà, et c'est dans ce contexte qu'il met en garde contre le risque d'une troisième guerre mondiale. Une réaction, Sergueï Girnov? J'ai commencé à en parler dès le premier jour, le 27, quand Poutine a ordonné la mise en alerte spéciale des forces nucléaires. Tout le monde l'a compris. Et depuis, c'est une escalade. C'est une escalade depuis 2 mois. Même Lavrov, la dernière fois, soi-disant, il était rassurant, parce qu'il a dit non, ne vous inquiétez pas. Sauf que on a oublié de citer une toute petite partie de sa phrase, à ce niveau de conflit, à cette période de conflit. Et on a compris que cette petite phrase changeait tout et que ça allait continuer. Vincent Hugeux, est-ce que ça vous semble inquiétant, cette petite phrase? Eh bien, au risque de casser l'ambiance, ma réponse est non. Pour la raison suivante, d'abord, ce n'est pas la première fois que l'on brandit le spectre du feu nucléaire, par la voix du même Sergueï Lavrov. Cela dit, il ne parle pas de nucléaire, il parle de troisième guerre mondiale. Dans la hiérarchie des mots, c'est moins terrible. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a donc un pouvoir post-soviétique qui a gardé de vieux réflexes dans la logomachie maison. Au début, on a misé sur la fragmentation, la fracturation du bloc européen et atlantique. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Et donc, on est pris à son propre jeu. Et on a face à soi des Américains, de l'OTAN, des Européens qui testent, en quelque sorte, la riposte russe. Parce qu'on voit une sorte de montée en gamme indubitable des fournitures d'armement, et notamment d'armement lourd. Et pour le moment, les ripostes sont rhétoriques. Donc, on ne peut pas rester inactif. On ne peut pas rester muet quand, au fond, le camp d'en face, dont on avait expliqué qu'il allait s'effondrer en 48 heures, miné par ses divisions, sa tiédeur, sa mollesse et sa fadeur politique, quand le camp d'en face vous teste vous-même. Vous ne pouvez pas rester inerte. Donc je ne pense pas honnêtement qu'il y ait aujourd'hui un pas de plus vers la Troisième Guerre mondiale qui ait été accompli qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines ou 2 mois. Ça peut paraître paradoxal quand même, parce que quand on lit exactement ce qui se dit, il parle à la fois de poursuivre les négociations de paix, et en même temps il dit... Attention au risque de Troisième Guerre mondiale. C'est un jeu qu'il a depuis le début, ça. Oui. Comment peut-on poursuivre quelque chose qui n'a pas été amorcé? Parce qu'en réalité, il y a des simulacres de négociation. On est dans une posture de propagande contre propagande, etc. Il faut apparaître comme ceux qui sont ouverts au compromis. Mais en réalité, on n'est pas entré dans la matérialité d'une négociation réelle. Donc, encore une fois, c'est une sorte de miracle sémantique de poursuivre quelque chose qui n'a pas commencé. Vous connaissez, vous avez bien connu, vous l'avez rencontré bien des fois dans le cadre de vos activités au Figaro. Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, si proche de Vladimir Poutine. Personnage à la fois très complexe, sophistiqué, intelligent, presque intellectuel, etc. Mi-arménien, mi-géorgien. Mi-géorgien, mi-arménien. Ouais, c'est un personnage étonnant. Et alors, non, mais ce qui m'avait beaucoup frappé, moi, pour avoir discuté avec lui, en dehors même de l'interview, c'est son anti-occidentalisme, mais affirmé, virulent, qui est exactement celui qu'on prête à Vladimir Poutine d'ailleurs, en disant qu'on est une espèce de civilisation dépravée qui a tourné le dos et le regard vers le bon sens, vers les valeurs qui sont les valeurs de la probité, de l'honnêteté. Et il y a un anti-occidentalisme, ce qui me fait dire, et ce qui me faisait dire ici il n'y a pas très longtemps, que au tournant du XXe siècle, du XXIe siècle, on a parlé de choc des civilisations vis-à-vis du monde arabo-islamique et notamment de l'islamisme, enfin de ceux qui prenaient l'islamisme à l'occasion des attentats et notamment du World Trade Center, mais qu'en fait ce choc de les civilisations, on le retrouve d'une certaine façon avec la Russie, alors, quand elle est défendue par Vladimir Poutine et par Sergueï Lavrov, qui estiment ne pas vivre du tout dans le même monde que nous. Et alors, là, simplement, donc, à vous écouter, Vincent Hugeux, au fond, cette sortie de Lavrov est une rodomontade qui permet de positionner la Russie aujourd'hui dans cette course aux armements, enfin l'armement de l'Ukraine. Ça permet de dire, attention, on se positionne sur le plan rhétorique et dialectique parce que sur le plan militaire, on n'est pas bien, c'est ça. Alors, comme je sens que mon voisin de gauche, qui est un éminent spécialiste, ne partage pas mes perceptions, mon analyse, je vais d'abord lui céder la parole et on va ensuite... Girnov, Sergueï Girnov. Disons que je suis d'accord par rapport à l'ajout rhétorique, ça existe. Et effectivement, côté russe, utilise ça. Mais s'il n'y avait que ça, je serais beaucoup moins inquiet. Mon général, vous allez me confirmer, quand on lance à côté de ça le missile Sarmat, c'est pas de la rhétorique. Quand on bombarde avec les Tupolev 23 et les Tupolev 160, ça veut dire les porteurs stratégiques intercontinentaux, le Mariupol, pour le moment, avec les bombes conventionnelles, ce n'est pas de la rhétorique. Donc vous êtes en Quand on utilise le Kinjal
Ce n'est pas de la rhétorique. C'est quoi le King James? C'est un missile Hypersonique. Le fameux missile hypersonique. hypersonique Oui. de croisière. Donc, en fait, ils utilisent les deux. Ça veut dire que d'un côté, ils parlent, en plus, ils jouent chaud et froid. Il y a Lavrov, tantôt il est pacifiste, tantôt il est guerrier. Tantôt Poutine fait quelque chose de cool et ou de moins cool. Mais en même temps, il y a quand même des frappes. Vous savez combien de missiles ont été tirés par les Russes depuis le début de la guerre? 1700. 1700 missiles. Donc vous, Oui. quand le Moscou dit il y a un risque réel de troisième guerre mondiale, c'est à prendre au sérieux quand même cette phrase. Je partage le point de vue du directeur de la CIA qui a dit la même chose. C'est-à-dire que, petite nuance, c'est que le péril de la fuite en avant, on est un certain nombre à l'avoir envisagé ici depuis le 24 février. C'est ça. Un péril qui est accru par les humiliations opérationnelles successives, essuyées par l'armée des Fédérations russes. Parce que la thématique de l'humiliation, qui a été beaucoup instrumentalisée depuis le début, il n'y a pas de pire humiliation que celle que l'on s'inflige à soi-même par l'échec d'un plan A voué à la catastrophe et au fiasco, un plan B qui ne fonctionne pas bien, etc. Donc, qu'un personnage qui a le schéma mental de Vladimir Poutine soit tenté par une fuite en avant qui peut aller d'ailleurs jusqu'à, puisqu'on évoque ici toutes les hypothèses du tactique nucléaire, du tactique, donc très localisé, très circonscrit, bien sûr qu'il faut avoir dans le spectre des possibles cette hypothèse de travail. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une fatalité. Je crois qu'il y a davantage un besoin pour Moscou d'apparaître comme à l'initiative, d'apparaître comme proactif et non pas comme contraint à des ajustements successifs qui sont autant de bricolage à la fois dans la rhétorique diplomatique et dans le militaire. Irina Karpa, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine ukrainienne basée à Paris. On a entendu beaucoup de témoignages d'Ukrainiens qui prévenaient depuis un moment déjà, et qui préviennent et qui disent la guerre ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Est-ce que vous, quand vous entendez, quand vous lisez ces propos du chef de la diplomatie russe, vous êtes surprise ou pas du tout? Non, mais pas du tout. Comme vous avez dit, vraiment, la Russie, aujourd'hui, ils essayent de copier les appétits de l'Union soviétique. Ils essayent de manger un tout petit peu de Géorgie, un tout petit peu de Syrie, un tout petit peu de Moldavie. Et donc là, maintenant, vraiment, quand ils menacent le ministère de Défense russe, quand ils menacent la Moldavie, je crois que le planning du Kremlin peut être vraiment arrêté si on les fait perdre sur le champ de bataille, en fait. Et donc, oui, après, on va revenir sûrement sur cette question. Si les États-Unis, ils aident l'Ukraine avec de l'armement. On va y revenir dans un instant. Oui, oui, mais là, c'est en fait, on doit tous, le monde entier doit faire tout afin que ne pas donner à la Russie la possibilité de mener cette guerre agressive contre le monde civilisé. Le positionnement change un peu parce qu'il y a 6 semaines, au moment du déclenchement des hostilités, de l'invasion, on disait presque, enfin on pensait en tout cas, qu'il ne fallait pas trop humilier Poutine et que ce serait pas mal, dans la perspective de la paix, qu'il y ait une toute petite victoire à se mettre sous la dent. Ça le calmerait, ça le conduirait tout droit vers la table des négociations. Voilà ce qu'on pensait tous en sous-main. Bon, là, ça a changé. Je regardais ce que disait au retour d'un déplacement à Kiev le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie si elle dispose de bons équipements et d'un soutien. On va l'écouter, c'est le chef du Pentagone qui était avec Anthony Blinken hier à Kiev. Il est rentré, voilà ce qu'il dit. La première étape pour gagner est de croire que vous pouvez gagner. Et donc, ils croient qu'ils peuvent gagner. Nous pensons qu'ils peuvent gagner. Ils peuvent le faire s'ils ont le bon équipement et le bon soutien. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons, continuer à faire tout ce que l'on a pour nous assurer qu'ils l'obtiennent. Bon, général Trinquant, on est maintenant dans des buts de guerre des Occidentaux, de l'OTAN, de l'Europe, des États-Unis, des Ukrainiens, qui sont beaucoup plus ambitieux et qui n'ont finalement que faire des états d'âme de Poutine. Il faut gagner. Oui, alors permettez-moi, arrivant un peu tardivement là, sur le plateau, d'avoir une sorte d'arbitrage et de concourir plutôt à ce que disait Vincent Hugeux sur l'escalade contrôlée. Et de la part des Occidentaux, il y a une escalade contrôlée. Au départ, c'était des missiles, ensuite des blindés, des chars, de l'artillerie. Et en fait, à chaque fois, on teste un petit peu jusqu'où Poutine est capable d'accepter ce qu'on est en train de faire. Et donc, la visite américaine à Kiev hier, c'est le résultat d'une escalade progressive depuis 2 mois. Vous avez raison, depuis 2 mois. Au début, on n'osait pas, il fallait pas, on n'allait pas faire, etc. Et de plus en plus, on y arrive. Et on regarde un petit peu Poutine, quelles sont ses réactions aujourd'hui. Alors moi, je note, il y a eu des réactions dans les frappes extrêmement intéressantes aujourd'hui. Pour la première fois, il frappe des nœuds ferroviaires. C'est quelque chose de neuf. Autrefois, il ne le faisait pas. Alors, il faut savoir que la logistique russe repose beaucoup sur le rail. Et donc, ils gardaient probablement le rail pour pouvoir l'utiliser pour leur logistique. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent plus aller de l'autre côté du Dniepr, quasiment. Et donc, ils frappent de ce côté-là. Et ils savent bien en plus que les renforcements occidentaux arrivent par le rail. On l'a bien vu. On voyait des trains avec des blindés dessus. Donc, je pense que d'un côté, les Occidentaux ont testé et ont su jusqu'à quel moment, pour l'instant, ils peuvent escalader.
Je pense effectivement que la menace nucléaire, Monsieur Lavrov avait dit il y a plusieurs semaines, non, le nucléaire, c'est pas nous qui en avons parlé, c'est vous. C'est le temps, en citant Monsieur Le Drian à l'époque. Et là, il parle de la Troisième Guerre mondiale, et je suis assez d'accord avec votre avis, c'est pas la même chose. Donc, une escalade possible, oui, mais en revanche, pour revenir à la question que vous posiez à propos de jusqu'où est-ce que ça va étendre le conflit, en revanche, les Russes sont certains d'une chose, s'il y a une ligne rouge qui existe bien, c'est celle de l'OTAN. Et que celle-là, ils ne pourront pas la franchir. Parce que là, il y aura des réponses qui commencent à être préparées très sérieusement. Donc je pense qu'on est toujours dans l'escalade. Et si vous me permettez, je vous écoutais à propos de M. Lavrov, qui se trouve que je connais, puisque j'étais à New York en même temps que lui. Et sur la différence de civilisation, je vous donnerai juste une anecdote. Je partais en vacances au mois d'août. Je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, vous partez où? Et j'ai dit, je pars en Sibérie. Et là, je coupe le bois, je pêche dans la rivière, je suis dans mon isba, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et ça, c'est la vraie vie. Et on voit bien qu'effectivement, il est tout à fait. Et souvenez-vous des images du président Poutine. Il n'y a pas torse Capri, nu, voilà, exactement. Souvenez-vous du président Poutine, torse nu, à cheval, allant chasser l'ours ou je ne sais pas quoi. C'est un peu ça. Donc, on voit bien qu'on est sur deux systèmes différents qui, aujourd'hui, depuis 2 mois, se mesurent par les armes et essayent de voir jusqu'où ils peuvent aller. L'aide militaire américaine s'élève à 3,4 milliards de dollars à l'heure où on parle. C'est la plus grosse aide occidentale. Ces propos de Sergueï Lavrov, ça peut être une réponse justement à cette aide militaire américaine qui s'accumule là depuis des semaines maintenant. Bah oui, ça c'est évident. Donc il fallait donner la réponse. Juste un petit clin d'œil. Donc et Poutine et Lavrov, eux et Shoigu, ils vont dans la taïga, torse nu. Sauf que la fille de Lavrov, elle vivait aux États-Unis. La fille de Peskov, elle vivait en France. La fille de Poutine, elle vivait en Hollande, etc., etc. Ça veut dire qu'ils sont des pharisiens. Et ils sont, eux, ils disent qu'ils adorent, ils sont les patriotes. Notre ami Solovyov, là, que vous montrez assez souvent, celui sur la première chaîne. Ah oui, le présentateur de la première Russia chaîne. One, ouais. Il avait sa villa en Italie, qui a été confisquée d'ailleurs, enfin confisquée ou arrêtée ou gelée. D'ailleurs, il y a une histoire avec lui, un rebondissement, puisque aujourd'hui le FSB a déclaré qu'il y avait un attentat contre sa vie. Et 6 personnes ont été arrêtées et le FSB parle d'attentats, bien évidemment, organisés par les Ukrainiens. Alors, puisqu'on parle des armes, qui expliquerait peut-être pourquoi ça commence un peu à agacer Moscou, on va faire le point avec Nivin Potros. On a un peu l'impression que les États-Unis fournissent beaucoup d'armes et que nous, les Européens, les Français, on est un petit peu à la traîne finalement maintenant. Alors, vous soupirez, Général Trinquant, et on vient vers vous dans un instant. On va faire le point avec les chiffres justement précis. Nivin Potros, il en est quoi de la France déjà? Alors effectivement, plusieurs pays ont livré des armes à l'Ukraine, à commencer évidemment par la France. Au total, nous avons livré 100 millions d'euros d'équipements militaires. Parmi ces équipements, il y a notamment des missiles anti-chars Milan, des canons César, plusieurs milliers d'obus. Alors on n'a pas le détail précisément chiffré de ces envois puisque l'Élysée ne veut pas communiquer ces chiffres pour ne pas évidemment interférer dans cette guerre et éventuellement donner des informations organisationnelles militaires à la Russie. Mais voilà pour le moment les données qui sont communiquées par le ministère. Et pour les autres pays donc, Nivin ? Alors le pays qui pour l'instant a le plus livré d'armes, c'est évidemment les États-Unis avec entre 3 et 4 milliards de dollars d'aide selon les estimations, selon les calculs qui ont été réalisés, avec par exemple des véhicules blindés, des hélicoptères, des fusils d'assaut. L'Espagne a également été très généreuse puisque c'est la première fois qu'elle livre autant d'armes à un pays allié avec 200 tonnes de matériel militaire. Ça comprend par exemple 30 camions militaires, des véhicules légers. La Turquie a livré des drones kamikazes, une vingtaine de drones. On parle de 16-20 drones, des drones qui seraient très efficaces selon Kiev. Le Royaume-Uni, lui, va même plus loin, il a déjà livré des armes, mais il envisage de livrer des chars en passant par exemple par la Pologne. Au total, c'est une quarantaine de pays au monde qui ont déjà livré des armes ou des équipements à l'Ukraine, ou en tout cas qui envisagent de le faire dans les toutes prochaines semaines. En Allemagne, cette question de la livraison d'armes, elle divise le gouvernement, et ce, depuis le début de la guerre. Finalement, les Allemands se sont mis d'accord et vont livrer des armes de l'ex-Allemagne de l'Est. Merci beaucoup, Nivin. Dans un instant, on sera en direct avec Jean-Éric Brunat, que vous connaissez bien sur LCI, spécialiste des États-Unis, pour essayer de comprendre pourquoi les États-Unis s'investissent autant finalement dans cette guerre en Ukraine. Mais juste avant, une réaction. Vous avez soupiré quand oui. J'ai dit qu'on avait peut-être l'impression que l'Europe s'investissait un peu moins que les États-Unis. Non, mais ça va vous surprendre parce que c'est la Russie le meilleur fournisseur d'armes pour l'Ukraine. Toutes les armes abandonnées par la Russie sur le champ de bataille, reprises par l'Ukraine. Quand on disait qu'on allait livrer 20 chars, oui, il y en a 150 qui ont été pris par l'Ukraine
dans l'armée russe, les véhicules blindés, l'artillerie. Donc c'est pour ça que je soupirais, pardonnez-moi. Mais sinon, évidemment, les États-Unis fournissent une masse colossale. Les Européens, d'abord, tous les ex-pays d'Europe de l'Est, parce qu'ils ont fourni des armements qu'en fait ils avaient récupérés mais dont ils ne servaient plus beaucoup, mais qui sont du même type que la Russie. Mais mon Donc général, ça leur permet de les fournir.